Bonjour à tous, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Godot et plus précisément pour un tuto qui concerne la gestion des assets dans le cadre où on avance un petit peu dans notre projet et que on a beaucoup d'éléments à gérer. Je vous montre concrètement ce que ça peut donner et puis on va développer au fur et à mesure sur le pourquoi du comment, à quoi ça sert, et puis bien entendu, étant donné que c'est un tuto, sur comment on met en place tout ça. Je ferai quand même une petite aparté pour rappeler des bases qui, à mon sens, sont quand même nécessaires pour qu'on se comprenne bien dans les explications que je vais pouvoir vous donner. Là, à l'écran, j'ai un objet, plus précisément une scène, je reviendrai sur le terme de scène par la suite, qui n'affiche rien. On voit à gauche, dans le panneau scène, qu'il y a des éléments d'intégrer. On a un nœud racine, on appelle ça un parent, qui est de type Area 2D, donc c'est une zone en 2D. Je détaillerai plus tard aussi de quoi il est question. On a un élément en dessous qui est un enfant du premier, donc le premier est un parent, ensuite viennent les enfants. Et en tant qu'enfant, on a d'abord un sprite 2D. Donc ça, c'est ce qui permet d'afficher une représentation graphique. Et d'ailleurs, quand je clique dessus, vous voyez que si je vais tout à droite dans la fenêtre et que je reste sur l'onglet tout en haut inspecteur, je peux avoir accès à différentes propriétés de ce paramètre là, sprite 2D. Donc je peux avoir accès à sa texture justement, et là on voit qu'elle est vide. Si je reviens à gauche, j'ai un autre enfant qui est le collision shape 2D, ça veut dire la forme de collision en 2D. Quand je clique dessus et qu'on va à droite, on voit qu'elle a aussi dans l'inspecteur des paramètres, et on voit qu'au niveau du paramètre shape qui est ici à droite, c'est également vide. Et puis moi j'ai intégré un GPU Particle 2D, c'est juste pour vous montrer que voilà, que l'objet est actif, que la scène est active, qu'il s'y passe des choses. Mais on va pas en avoir besoin, c'était juste pour vous montrer que c'était actif. Donc dans ce cadre-là, ça c'est une scène, type de scène assez courante. Moi ce que je vais vous montrer, c'est que à partir de cette unique scène, mais vraiment juste celle-ci, eh bien je peux générer plusieurs types d'objets différents au sein d'une seule et unique scène. Donc on y va, on regarde à droite. À droite, je suis dans l'inspecteur et en fait, j'ai un truc qui s'appelle type ici. Et si je clique sur la petite flèche, j'ai un menu déroulant qui s'affiche. Si je clique par exemple tout en haut du menu déroulant, un arbre s'affiche, un sapin. Si je retourne dans ce menu déroulant, je prends par exemple le deuxième, j'ai un autre type de sapin. Si je prends le troisième, j'ai une sorte d'arche de pierre. Le quatrième, je vais avoir encore un nouveau type de sapin. Et le cinquième, j'en ai fait que 5 pour l'instant, je vais avoir un type de rocher. Bon. Alors vous voyez que la liste est très longue. En réalité, il y a 80 possibilités. Pour l'instant, je n'en ai complété que 5, mais ça sera suffisant pour le tuto. Si je reviens sur le premier, donc le sapin, au-delà d'avoir une représentation graphique qui lui est propre, donc un sprite, et vous voyez que maintenant, si à droite je vais dans sprite, eh bien, à gauche, pardon, si je vais dans sprite et que je regarde ces paramètres à droite dans l'inspecteur, tout à l'heure la texture était vide, là vous voyez que automatiquement lui a été associée la texture du sapin. Si je retourne sur mon nœud parent d'origine qui s'appelle trap et que je reviens dans ma liste et que je change, on va prendre le troisième par exemple, je retourne à gauche, je prends mon sprite. Si je regarde à droite dans l'inspecteur les propriétés du sprite, vous voyez que automatiquement la texture a été actualisée et on a bien cette arche de pierre qui apparaît. Ce qui est vrai des textures l'est aussi des boîtes de collision.
que je n'ai pas affiché pour l'instant, mais vous voyez que si à gauche, au niveau de Collision Shape 2D, je clique sur le petit œil pour afficher la forme de collision, shape ça veut dire forme, eh bien on a la forme effectivement qui s'affiche. Là il s'agit d'un rectangle. Si, toujours en étant sur mon nœud parent qui s'appelle trap, je retourne à droite, je retourne dans ma liste et que je sélectionne le premier élément de ma liste, mon sapin se réaffiche et vous voyez qu'il a lui aussi sa propre boîte de collision. Si je prends le deuxième, il a lui aussi une boîte, une forme de collision qui lui est propre. Donc là en l'occurrence c'est un cercle, tout à l'heure c'était vraiment des boîtes, c'était des rectangles. Si je prends, on a déjà vu le troisième, on va prendre le quatrième, là ici on a ce qui s'apparente plutôt à une capsule en termes de forme de collision pour cet arbre-ci. Et pour le cinquième élément, on a aussi une capsule plus petite pour cet élément qu'est le rocher. Alors, ça n'est pas forcément utile pour le tuto en cours, mais je vous le dis quand même, il est intéressant parfois d'avoir des boîtes de collision qui ne correspondent pas totalement à la forme de votre représentation graphique, ce qu'on appelle un sprite plus communément. Ça permet de laisser une certaine liberté d'action aux joueurs, puisque ça évite qu'au moindre contact, par exemple, que le joueur meure. Imaginons que ce caillou soit un élément qui, lorsqu'il est en contact avec le joueur, tue le joueur. Eh bien, le fait que sa boîte de collision soit plus petite que la représentation graphique, ça laisse le temps au joueur d'anticiper et de pouvoir, par exemple, sauter par-dessus. Donc ne soyez pas toujours dans une situation où vous allez essayer de coller absolument à la forme de votre élément. Parfois, au contraire, avoir une boîte de collision qui est plus petite, ça améliore le gameplay, ça rend le gameplay plus plaisant parce que justement ça va être moins punitif que si au moindre contact avec le moindre pixel, vous tuez le joueur. Donc ça c'est une petite précision en termes de ce qu'on appelle le game feel, c'est-à-dire la sensation de jeu, game design et game feel. Donc voilà. Donc là vous avez vu que à partir d'une seule scène, j'arrive à générer 5 choses différentes. En tout cas, j'ai un élément à partir duquel je peux générer 5 représentations graphiques différentes qui ont chacune une boîte de collision qui leur est propre. J'en ai fait 5 pour le tuto, mais vous voyez que j'ai une liste qui est bien plus longue, donc je vais pouvoir par la suite ajouter de nouvelles choses. Alors, je vais en ajouter une tout de suite, ça va me permettre de vous montrer directement comment on ajoute un élément, et puis après je viendrai dans le détail sur comment j'ai fait pour avoir accès à cette liste. Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui n'est pas là par défaut, c'est quelque chose que j'ai créé, mais l'idée c'est de voir comment on peut créer ça. Mais avant, je vais répondre à la question, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on met ça en place, pourquoi c'est intéressant de le mettre en place, et puis entre deux, comme je vous l'ai dit, je ferai des rappels assez rapides sur les bases de Godot, d'un point de vue du langage, pour qu'on se comprenne, mais aussi d'un point de vue des notions générales. Donc ajoutons un élément. Là, vous voyez sur la droite dans mon inspecteur, alors je rappelle, si on regarde à gauche, je suis sur mon nœud racine qui est ce qu'on appelle le parent. Là il s'appelle trap, ça veut dire piège, trap. C'est moi qui lui ai donné ce nom-là, on peut l'appeler comme on veut. Mais ça avait du sens de l'appeler trap parce que ça va être des éléments qui constituent des pièges, c'est-à-dire que lorsque le joueur sera en contact avec, le joueur va mourir. Et ça n'est pas des ennemis au sens pur parce que ce sont des éléments qui sont immobiles. Donc on pourrait par exemple, typiquement dans beaucoup de jeux, vous avez par exemple des pics au sol. Quand un joueur marche sur des pics, il meurt, c'est le même principe. Donc là on va ajouter un nouvel élément. Donc
je suis sur Trap à gauche, je regarde ces différents paramètres à droite dans l'inspecteur et j'ai ici déjà 5 éléments qui sont présents. Alors, il y a indiqué 4, mais c'est parce que on commence à compter à partir de 0. Donc le premier se nomme 0, le deuxième se nomme 1, le troisième se nomme 2, le quatrième se nomme 3, le cinquième se nomme 4. Donc là, on va en ajouter un sixième qui va être nommé 5. Donc, ajouter un élément. On nous dit que l'élément, il est vide. Donc, je vais cliquer sur vide et on va me demander d'ajouter un type d'élément particulier. Trap preset. Je reviendrai plus tard sur ce que c'est que trap preset et je vous expliquerai d'où ça vient. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui n'est pas là par défaut, c'est moi qui l'ai créé. J'ajoute le trap preset, je clique sur le trap preset. On me demande ensuite ce que je veux ajouter. À mon trap preset, je vais déjà lui ajouter une représentation graphique. Donc je vais cliquer sur vide. Et là, je vais ajouter un atlas texture. C'est pareil, je vous expliquerai plus tard de quoi il s'agit. J'ajoute l'atlas texture. Je clique dessus. Et là, on voit une grille qui est vide. Alors, quand vous avez des carreaux gris et clair et gris foncé, ça veut dire que c'est un canal alpha, c'est-à-dire que c'est une zone transparente. Et là, il n'y a rien en fait. C'est assez courant dans les logiciels de graphisme, par exemple, d'avoir ce type de grille pour vous indiquer que la zone est transparente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'il y a un petit paramètre qui s'appelle Atlas, qui est vide pour l'instant. Eh bien, on va ajouter une représentation graphique. Là, en l'occurrence, je vais ajouter une grosse représentation graphique que je vais aller chercher à gauche, parce que en bas à gauche, sous ma fenêtre avec les scènes, il y a une autre fenêtre qui s'appelle système de fichiers. Et là, c'est la même chose que quand vous allez dans les dossiers de votre ordinateur. C'est là qu'en fait sont rangés tous les dossiers de votre projet Godot. D'ailleurs, si on prend un dossier au hasard, par exemple, je vais prendre le dossier sapin, je clique dessus, si je fais clic droit, je peux l'ouvrir comme n'importe quel fichier de mon ordinateur. Si je fais ouvrir dans le gestionnaire de fichiers, vous voyez, j'ai une sorte de fichier d'ordinateur qui va s'ouvrir. Et là, ce que je vais faire glisser dans mon atlas, dont je vous ai parlé juste avant, c'est l'image que voici, qui contient plein de sapins différents, des rochers, etc., etc. Donc je ferme cette image, je ferme ceci, puisqu'en fait, nous, on va tout gérer, puisque c'est déjà dans Godot, je les ai déjà intégrés au projet. On va tout gérer depuis notre fenêtre en bas à gauche, système de fichiers. Donc dans mon dossier sapin, par exemple, je vais prendre trap global, qui est le nom de mon fichier. Je clique gauche, je maintiens et je fais glisser jusqu'en face de mon paramètre Atlas. Je vais sur la case où il y a marqué vide et je relâche. Et là, mon fichier est apparu. Il est dedans. Alors, étant donné que mon fichier, il y a plein d'éléments dedans et que je n'ai rien sélectionné, ici, ma fenêtre, là, c'est toujours des petits carrés gris clair et gris foncé. Donc, c'est comme si rien n'était pris en compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, au milieu, sur modifier la région. Hop. Et dans modifier la région, alors par défaut, vous serez sur aucun. Donc, on va nous changer ce paramètre-là et se mettre sur coupe automatique. Et on va pouvoir aller sélectionner, parce qu'en fait, en faisant coupe automatique, il arrive à distinguer les différents éléments de votre fichier. Et on va pouvoir sélectionner le fichier qui nous intéresse. On va prendre par exemple ce sapin-là, une sorte de sapin gelé. On va faire fermer. Et vous voyez qu'à gauche, il est apparu. Donc, il est apparu à gauche. Donc, on va recliquer ici sur Atlas pour rétrécir. On voit aussi qu'on peut intégrer une shape, donc une forme. Donc, on va lui dire, bon, au vu de sa taille, on va imaginer qu'un rectangle, ça peut faire l'affaire. Donc, on va lui dire, je veux une forme rectangulaire. Pour en avoir une itération, c'est-à-dire pour qu'il apparaisse là au milieu de notre écran,
Comme tout à l'heure, on va aller dans Type, on va ouvrir notre menu déroulant. On sait que ça, c'est un nouvel élément qu'on a créé. Il s'appelle 5, mais c'est le 6e élément puisqu'on compte à partir de 0. Donc c'est celui-ci, le 6e de notre liste. On clique dessus et vous voyez que notre nouveau sapin apparaît à l'écran. Sa boîte de collision apparaît aussi. Alors elle est très petite, mais on peut la modifier en allant à gauche dans Collision Shape 2D. Si on regarde à droite, le fait qu'on y a associé un rectangle, c'est bien pris en compte, ça apparaît, vous voyez. Par contre, les dimensions sont des dimensions par défaut. Donc on peut les changer manuellement, ou on peut tout simplement, tout en haut, on a une barre de menu avec des outils, prendre notre petite flèche et venir adapter notre rectangle à notre sapin, par exemple. Et comme ça, je peux créer des éléments graphiques avec des boîtes de collision qui sont propres à chacun, de façon, alors peut-être pas infinie, mais quand même assez large. Là, dans mon fichier, j'ai déjà prévu 80 entrées, hein, c'est-à-dire 80 possibilités. Mais je pourrais en créer encore plus. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir au sein d'une seule et même scène la possibilité de créer énormément d'éléments. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça au sein d'une seule scène? Eh bien, parce que dans un projet, on a beaucoup d'éléments à intégrer. Et on pourrait faire les éléments de façon individuelle, scène par scène. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est que si on fait les choses scène par scène, on pourrait avoir tendance à se dire, bon ben, on découpe les images une par une. On fait une image individuelle pour chaque sapin, par exemple. Mais ça veut dire que si vous avez un fichier qui fait 100 images, par exemple, eh bien, vous allez le découper en 100 petites images. Ça va être compliqué à gérer au niveau des dossiers parce que vous allez avoir 100 fichiers d'images au sein de vos dossiers. Ça, c'est le premier problème. Donc déjà, la première chose qui me semble intéressante pour résoudre les choses, c'est de ne pas utiliser des images individuelles, mais d'utiliser une grille d'images, ce qu'on appelle un sprite sheet. C'est ce que vous avez là à l'écran avec les différents sapins possibles à intégrer dans le projet, ainsi que des cailloux sur la dernière ligne. Là, par exemple, j'ai concrètement 80 éléments. J'ai 3 fois 20 sapins, 3 lignes de 20 sapins, donc ce qui fait 60 éléments, plus une ligne de 20 cailloux différents. Donc déjà, ça améliore les choses. Utiliser qu'une seule image qui contient, comme une grille, toutes les images dont on va avoir besoin. L'autre truc qui est intéressant, c'est justement effectivement d'utiliser qu'une seule scène. Parce que même si on n'avait qu'une seule image, une seule représentation graphique, mais qu'on faisait des scènes individuelles à chaque fois, on se retrouverait quand même, quoi qu'il arrive, avec 100 scènes différentes à gérer. Donc au niveau de nos dossiers, c'est pareil, ça serait compliqué à gérer, parce que il faut arriver à naviguer entre 100 scènes différentes. Il ne faut pas se tromper, il faut bien les nommer, savoir qu'est-ce qui correspond à quoi, etc., etc. En ayant une scène unique, où on peut modifier les choses à la volée, eh bien c'est bien plus pratique parce que quand on va aller dans notre dossier pour aller chercher un sapin, on saura que tous nos sapins se trouvent à un seul et unique endroit, dans cette scène précise. Et après, on aura juste à changer les paramètres pour choisir quel type de sapin on veut. Donc c'est bien plus confortable en termes de logistique et c'est bien plus optimisé. Ça, c'est le premier aspect qui est intéressant. Le deuxième aspect, c'est l'aspect temps. Alors, vous allez voir que pour mettre ça en place, ça demande un peu de travail au préalable, mais une fois que c'est fait, ça va vous faire gagner énormément de temps dans votre projet. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la question, en termes d'octets, du poids de votre projet. Parce que plus on multiplie autant les images que les scènes, plus ça prend de la place
dans votre disque dur. Et plus à la fin, votre projet il va être lourd. Donc même si vous avez fait un jeu complet, que vous l'avez fini, vous l'exportez, eh bien celui qui va y jouer, qui va le télécharger par exemple, si il y a énormément de scènes et énormément d'images, eh ben, ça va être lourd pour lui. Alors que si vous réduisez le nombre d'images et le nombre de scènes, et que vous avez le même résultat en bout de course, eh bien vous aurez un projet qui sera tout aussi efficace et qui pèse moins lourd. Donc ça, c'est le troisième truc intéressant. Enfin, la dernière chose qui est intéressante, c'est le fait que un projet, ça requiert des performances de la part de votre ordinateur, plus précisément de votre processeur, qui doit effectuer des calculs. Plus le projet a d'éléments, plus le processeur est sollicité, plus il doit faire de calculs. Donc, en faisant en sorte d'avoir moins d'éléments, on va être moins exigeant, on va demander moins au processeur d'exécuter de calculs, donc du coup ça va être plus facile pour lui et notre projet va être plus facile à gérer pour notre machine. Et ça va aussi potentiellement éviter que votre logiciel il se mette à cracher à un moment ou à un autre. L'autre aspect intéressant, encore une fois le projet terminé, à l'export, eh bien le projet devrait théoriquement mieux tourner, quelle que soit la machine de l'utilisateur, parce que il aura été optimisé au préalable. C'est-à-dire que il n'y aura pas besoin d'aller chercher parmi 100 scènes différentes pour par exemple changer de niveau, ou pour par exemple faire apparaître un sapin, ou faire apparaître un élément de décor. Tout sera stocké au même endroit. Il y aura juste les paramètres de cet endroit précis qui vont être modifiés à la volée. Donc c'est en ça que c'est intéressant. C'est pour des raisons d'optimisation sur les 4 aspects que je viens de vous présenter. Donc quand est-ce qu'on met en place ce genre d'outils ? On les met en place quand on a par exemple un projet qui commence à s'étendre un petit peu. Si vous avez un petit projet, vous avez 2-3 ennemis, quelques décors, pas très importants, c'est pas forcément nécessaire. Mais quand on commence à multiplier les décors pour enrichir son jeu, à multiplier les ennemis, etc., ça devient beaucoup plus confortable de travailler comme ça. Du coup, en termes de public, ça s'adresse déjà à un public qui normalement a déjà commencé un petit peu à créer des projets de base. Mais sachez que même un débutant peut y trouver son compte dans ces méthodes-là, parce que quoi qu'il arrive, le débutant, au bout d'un moment, si il évolue, ce qui est en général le cas, on reste pas indéfiniment débutant, eh bien, il va rencontrer la contrainte qu'on rencontre tous, c'est-à-dire d'avoir énormément de choses à gérer et de devoir essayer de centraliser un petit peu tout ça. Donc, maintenant, reste le comment. Comment on met ça en place ? Mais avant de rentrer dans le comment, je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble important, à savoir les choses qui tiennent de la compréhension générale du fonctionnement de Godot